On va s'intéresser dans cette vidéo à l'implantation des escaliers courants, c'est-à-dire les escaliers droits et les escaliers à volets parallèles avec un palier intermédiaire. Je ne parle pas de la conception parce que ça c'est du ressort de l'architecte. Bien sûr, la conception, elle suppose un certain nombre d'exigences par rapport à la hauteur des marches, par rapport aux dimensions des gérants ou la profondeur ou largeur des marches. Il y a également des formules concernant le confort qui doivent être vérifiées pour s'assurer que la descente et la montée des escaliers est confortable. Donc nous, on suppose que ça c'est fait déjà par l'architecte et nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'implantation de cette conception sur le terrain. Même si tout est défini dans le plan, le giron, la hauteur, des marches, des dimensions et tout, mais le génie civil en fait c'est pas de l'électronique, donc il y a des imprécisions qui sont relatives à l'exécution, donc il y a des erreurs parce qu'il y a des erreurs et il y a des tolérances. Donc ce qui fait que finalement on peut pas venir et appliquer bêtement comme ça les dimensions que nous lisons sur le plan, mais il faudrait procéder à des ajustements sur place parce que quelles que soient les erreurs par exemple commises sur le gros œuvre, par exemple sur la planité des dalles ou bien sur la hauteur des revêtements, il ne faudrait pas que l'incident soit répercuté sur l'escalier. C'est vraiment sensible, il ne faudrait pas qu'on sente que par exemple la hauteur des marches n'est pas confortable ou bien elle n'est pas, par exemple, elle n'est pas constante, quelles que soient les erreurs commises ailleurs. Et c'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le choix de la hauteur de marche se fait de manière très simple. On prend la hauteur, par exemple, du niveau. Supposons que c'est un étage, c'est un escalier qui va lier 2 étages. Donc, on prend la hauteur du niveau, donc du point de départ jusqu'au point d'arrivée, et on divise. Bien sûr, il faudrait qu'on définisse un intervalle pour la hauteur de la marche. Supposons par exemple, il y a des règles bien sûr, mais supposons par exemple que nous, on tolère une hauteur de la marche située entre par exemple 16 cm et 18 cm. Donc on prend la hauteur totale de l'étage, c'est-à-dire du point A du point de départ jusqu'au point d'arrivée. On prend cette hauteur, supposons par exemple que nous avons une hauteur de 3 mètres, ça veut dire 300 cm. Donc on prend les 300 cm et puis on divise par les 2 bornes, c'est-à-dire on divise dans un premier temps par 16 cm et dans un deuxième temps on divise par 18 cm. Quand on divise la hauteur la hauteur totale par ces hauteurs de marche, par ces bornes, on obtient en principe le nombre de marches, mais on va obtenir des nombres qui ne sont pas entiers. Donc on va tout simplement prendre un nombre entier situé entre les 2 chiffres obtenus. Et c'est ça qui va devenir le nombre de marches. Donc par la suite, il suffit maintenant de diviser la hauteur totale qu'on a prise au départ, ça veut dire les 300 cm. On divise par ce nombre entier et ça nous donne directement la hauteur de marche. Donc on aurait obtenu le nombre de marches et la hauteur. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, on a pris une hauteur totale de 300 cm, 3 mètres. On a choisi les intervalles pour les hauteurs des marches entre 16 et 18. Donc quand on divise 300 par 16, ça nous donne 18,75 et 300 par 18, ça nous donne 16,67. Donc maintenant, pour choisir le nombre des marches définitives, on va choisir un nombre entier situé entre 16,6 et 18,7. Donc on a la possibilité de choisir 17 ou bien 18 marches. Si on choisit par exemple 17, donc la hauteur définitive des marches, ça va être les 300 divisé par 17. Donc ça nous donne 17,64. C'est bel et bien situé entre 16 et 18. Voilà, donc on peut choisir également 18 par exemple. Donc ça va nous donner une hauteur de marche de 16,66. Et c'est bel et bien situé entre 16 et 18 et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça la procédure. Ça c'est le point de départ, ça c'est notre point de départ. Ça c'est un escalier à double volet en parallèle avec palier intermédiaire. Ça c'est le palier et ça c'est le point d'arrivée. Donc on va se servir tout simplement soit d'un appareil niveau, soit si on n'en dispose pas d'un flexible. Donc on prend les niveaux ici. On prend le niveau
Et puis on peut implanter par exemple quelque part ici pour faciliter la mesure. Donc on peut prendre ici, ça veut dire qu'on va prendre ici un point. Bien sûr, ce point aura le même niveau que le point de départ. Et puis on va mesurer cette hauteur. Voilà. On peut par exemple tracer un trait horizontal pour qu'on puisse faire, parce qu'on ne peut pas mesurer directement puisque les deux points ne sont pas situés verticalement sur la même ligne. Donc on peut passer par un autre point intermédiaire. On trace tout simplement un trait horizontal. Donc on fait la première mesure, on vient et puis on fait la deuxième mesure. Et donc ça nous donne la hauteur totale, même si on a la hauteur déjà sur le plan. Mais comme je disais tout à l'heure, dans l'exécution, il y a toujours des tolérances et parfois des erreurs. Donc pour une bonne exécution de l'escalier, il faudrait qu'on mesure sur place qu'est-ce qui est réellement réalisé. La mesure du giron se fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on prend un point de départ et le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, pour le cas d'un escalier avec un palier intermédiaire, on prend la distance horizontalement entre le point de départ et le point d'arrivée. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend cette distance et on va tout simplement diviser par le nombre de marches qu'on aurait calculé tout à l'heure. Donc le calcul se fait vraiment de manière très très simple. Donc ça c'est notre point de départ tout à l'heure. Donc on va définir le giron de cette partie. Donc on va prendre ici, on va tracer une ligne verticale. À partir de ce point de départ, on trace une ligne verticale et on va faire la même chose au niveau du point d'arrivée. Donc ici on fait la même chose. Voilà, hop, et on trace la ligne verticale. Et puis on va tout simplement mesurer maintenant la distance entre ces deux lignes. Les lignes verticales, on peut les tracer avec un fil à plomb. Et ensuite, on mesure tout simplement, on peut tracer une ligne horizontale entre les deux avec le flexible à haut. Et puis, on mesure la distance entre les deux. Donc, c'est cette distance qu'on va diviser par le nombre de marches qu'on aurait trouvé tout à l'heure. Le raisonnement qu'on vient de faire, on l'a fait à l'état brut pour la définition du hauteur et du giron. Mais il y a un problème qui se pose leur définition. En général, la hauteur, l'épaisseur du revêtement dans les marches, il est parfaitement maîtrisable parce que dans les marches, en général, on n'a pas de passage. On n'a pas de passage de gaine, on n'a pas de passage de conduite, par exemple, de plomberie. On n'a pratiquement pas de gaine technique qui passe, quoi. Donc, en général, la hauteur du revêtement au niveau des marches est parfaitement maîtrisable. Par contre, il est un peu moins au niveau des parties communes. Parce que, d'abord, l'épaisseur du revêtement dans ces parties communes dépendra, bien sûr, ou en tout cas, éventuellement, il dépendra, par exemple, des niveaux du revêtement au niveau... Là, par exemple, nous sommes dans un bâtiment d'habitation. Donc, le niveau du revêtement ici dépendra du niveau du revêtement dans les parties communes, dans les parties privatives. Et il dépendra également des passages, des conduites d'alimentation, des gaines d'électricité, etc. Donc, c'est tout ça qui définira la hauteur de l'épaisseur. Il y a aussi parfois des erreurs qui sont commises lors de l'exécution du plancher, donc de la partie commune. On peut parfois se retrouver avec un plancher qui n'est pas parfaitement horizontal, donc des corrections s'imposent pour rendre la chose horizontale, parfaitement horizontale. C'est pour ça qu'en général, l'épaisseur du revêtement dans cette partie commune, il est en général moins maîtrisable que l'épaisseur du revêtement dans les marches. Donc moi, ce que je propose, c'est que au niveau de... en tout cas, la hauteur totale, elle ne va pas changer parce que on va avoir, par exemple, ici, l'épaisseur du revêtement dans cette partie commune au niveau du point de départ. Par exemple, on peut avoir entre 7 et 10 cm et on va avoir la même chose au niveau du point d'arrivée. Donc, moi, ce que je propose, c'est-à-dire que la hauteur totale, elle ne va pas changer. Parce que, bon, en tout cas, on ne peut pas savoir dans un premier temps, mais a priori, elle ne va pas changer. Parce que les mêmes facteurs
qui conduisent à une imprécision au niveau de l'épaisseur du revêtement dans cette partie commune sont les mêmes qui conduisent aux mêmes imprécisions au niveau de la partie commune du point d'arrivée. Donc la hauteur totale ne va pas changer. Par contre, ce qui risque de changer, c'est que l'épaisseur du revêtement dans la partie commune, elle va être plus grande que l'épaisseur du revêtement au niveau des marches. Donc au lieu de faire une implantation régulière, une hauteur de marche régulière du point de départ jusqu'au point d'arrivée, on va tout simplement proposer de surélever légèrement, c'est-à-dire d'augmenter légèrement la hauteur de la première marche. C'est comme ça on va faire un petit décalage de tout l'escalier en bloc verticalement. Donc la hauteur de la première marche, elle aura la première marche, elle aura une hauteur un peu plus grande que l'ensemble des autres marches. Et évidemment, la hauteur de la dernière marche, elle serait un peu plus petite que la hauteur des autres marches. C'est évident parce qu'on aurait fait tout simplement une translation verticale de l'escalier en bloc. Et donc par exemple ici, quand on se retrouve, en fait ce décalage, ça correspond tout simplement à la différence des épaisseurs du revêtement entre la partie commune et les marches. Là je parle de quelques centimètres tout simplement. Donc ici, quand on se retrouve par exemple avec, supposons qu'on a par exemple prévu 3 cm de moins, donc les 3 cm seront rattrapés rapidement par le revêtement de cette partie commune, parce que le revêtement aura a priori une épaisseur plus grande que celle des marches. Donc ça, nous on va le faire lors de l'exécution du gros œuvre, mais bien sûr lors de définition, on va faire les corrections. Là on aurait, quand on aurait soit à réaliser le carrelage des parties communes, sinon quand on aurait, parce qu'on ne peut pas exécuter le carrelage des marches avant au minimum d'avoir défini le niveau du revêtement des parties communes. L'idéal, ce serait de réaliser le revêtement dans les parties communes d'abord et ensuite d'attaquer les marches. À défaut, on implante au minimum le niveau des revêtements dans les parties communes, et par rapport à ça maintenant, on aurait les hauteurs exactes des épaisseurs dans les deux parties communes, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée. Et là, on va faire les corrections exactes qui s'imposent pour avoir des hauteurs exactes des marches. Donc, pour récapituler, pour faire une implantation réussie de l'escalier, on commence par calculer la hauteur totale entre le point de départ et le point d'arrivée. Ensuite, avec ça, on va diviser cette hauteur, on va la diviser sur les deux bornes qu'on aurait choisi concernant la hauteur des marches, par exemple entre 16 et 18 ou bien 15 et 18. Ensuite, les deux chiffres obtenus, on va choisir un nombre entier, et c'est ça qui va correspondre au nombre total des marches. Par la suite, on prend maintenant cette hauteur totale, comme on a dit tout à l'heure, par exemple les 300 cm, on divise par ce nombre entier et ça nous donne la hauteur exacte des marches. Maintenant, lors de la réalisation, même si on connaît la hauteur des marches, mais les marches n'auront pas toutes la même hauteur. Mais on va procéder à un petit décalage verticalement vers le haut de tout l'escalier en bloc. Donc la première marche aura une hauteur un peu plus grande que toutes les autres marches, et la dernière marche aura une hauteur un peu plus petite que toutes les autres marches. Je parle d'un petit décalage de 3 cm par exemple. Par la suite, avant de procéder au revêtement de l'escalier, on ne commence pas par les marches, mais soit qu'on commence par les parties communes, soit qu'on définisse au moins les niveaux du revêtement dans ces parties communes. Et avec ça, on va calculer la hauteur totale exacte entre point d'arrivée fini. Là, je parle des niveaux finis, entre le point de départ et le point d'arrivée. Et cette hauteur maintenant, parce qu'on connaît le nombre de marches, donc on va tout simplement la diviser par le nombre de marches. Et là, ça va nous donner la hauteur exacte. Et lors du revêtement, de l'application du revêtement des marches, on va procéder avec la chape à quelques ajustements. Mais là, on n'aura pas de souci parce que les marches seront plus ou moins correctes.
Donc on va procéder à de petits ajustements pour avoir une hauteur constante de toutes les marches, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, y compris la marche de départ et la marche d'arrivée.